Pour s'en sortir dans une boulangerie, il faut faire au minimum 500 000 € de chiffre d'affaires. Ton panier moyen? On est aux alentours de 7 €. Combien de ventes par jour sur ce panier moyen à peu près? 244. On est à environ euros par jour de chiffre. C'est ça à peu près, ouais. On est sur un total annuel de chiffre d'affaires de euros. Le métier de boulanger a muté, c'est fini. Le boulanger dans le fournil et maman qui est à la caisse, c'est terminé. Moi aujourd'hui, je me verse € net par mois. C'est pas ça depuis 6 ans. C'est ça. Ça serait génial. Ouais. Non, c'est pas ça depuis 6 ans, c'est ça depuis à peine un an. Les loyers en général sur l'activité dans notre secteur, t'es entre 8 et 12%, tu vois. Ça. Si t'es au-dessus de 12%, a priori, ça va être très compliqué de rentrer dans tes coûts. Faut pas oublier que voilà, si tu restes dans l'activité de boulangerie, il faut continuer à cuire sur place, ça c'est une obligation, et fabriquer sur place, c'est ce qui fait aussi la beauté de notre métier. J'accueille aujourd'hui quelqu'un qui est venu de très très loin, étant donné que c'est la boulangerie en bas de notre studio d'enregistrement qui s'appelle Maison Dimanche. Le fondateur de cette boulangerie est Guillaume qui est juste en face de moi. Et tu as donc une boulangerie, et même plus, tu vas nous l'expliquer, à Paris dans le 17e arrondissement. C'est un peu la base de ton activité qui a commencé là-bas. Ça va Guillaume, bienvenue. Ça va, merci de m'accueillir, je suis ravi d'être là. Et écoute, moi je suis ravie que tu sois là. Trop cool. Contente de faire cet enregistrement avec toi, vraiment. Donc je vais faire un petit disclaimer. Donc vous avez 3 adresses maintenant, tu vas te présenter, tu vas m'expliquer après, mais l'adresse qui est donc dans le 17e en bas de notre studio d'enregistrement, on y va tous les jours, plusieurs fois par jour. Voilà, c'est notre. On pourrait pas vivre sans cette boulangerie. Donc je suis un peu biaisée dans cet enregistrement. Je te laisse peut-être te présenter, Guillaume, et me raconter depuis combien de temps tu fais ça, ton activité. Écoute, alors simplement pour me présenter, donc Maison Dimanche, c'est effectivement une boulangerie de quartier initialement, puisqu'on a un peu pivoté vers du coffee shop boulanger, mais initialement c'est une boulangerie de quartier avec du pain au levain, des grosses pièces qu'on fait à la tranche, de la viennoiserie, des bons sandwichs généreux. Voilà. Très bons sandwichs. Voilà, des salades aussi, pour ceux qui ne mangent pas de sandwich. Et puis, toute une partie de ce qu'on appelle les gâteaux de voyage, c'est-à-dire des brownies, des cookies, des financiers, des choses comme ça. On ne fait pas de pâtisserie, on fait tout ça. Ça veut dire quoi? On fait pas... Ah oui, pas de pâtisserie, c'est pas d'éclairs au chocolat et tout ça. Oui, c'est vrai, vous en faites pas. Pas de pâtisserie classique, quoi. Pas de crème pâtissière. Et ça, pourquoi? Parce que ça demande une expertise supplémentaire? Ouais, effectivement. En fait, la difficulté du métier de boulanger-pâtissier, c'est qu'en fait, en réalité, c'est quand même 2 métiers bien différents. Et aujourd'hui, de plus en plus, les boulangeries font de la boulangerie et les pâtissiers font de la pâtisserie. Et en fait, on revient à une logique au bon sens, quoi, en fait. Clairement, un bon boulanger n'est pas forcément un bon pâtissier. Tu vois, donc voilà. Donc nous, on fait gâteaux de voyage, et après, on a développé aussi toute une gamme autour du café, des matchas, des golden, voilà, tous les cafés bien à la mode. C'est ça. Tous les trucs bobos, quoi. Ouais, grave. Donc voilà, mais voilà, on fait tout maison. C'est ça qui est super important, surtout, c'est 100% fait maison, 100% artisanal. Et c'est vraiment l'ADN de Maison Dimanche. Et donc, Maison Dimanche, ça existe depuis quand? Alors, Maison Dimanche, ça existe depuis, c'est la 6e année. On va dire, on a ouvert il y a 1 an et demi le deuxième, on va dire, modèle de Maison Dimanche, le coffee shop. Mais effectivement, donc pareil, la boulangerie coffee shop, t'as ouvert une 2e adresse, c'est ça? Ouais, la 2e adresse, ouais. Qui est aussi dans le 17e? Qui est aussi dans le 17e, okay. Qui est au métro Cardinet, qui est là pour le coup plus axé sur le café, sur la viennoiserie et sur le traiteur. Voilà. Et par traiteur, on entend quoi? Traiteur, c'est tout ce qui est salé, donc sandwich, quiche, salade, voilà. C'est pas du B2B, c'est pas du truc pour les entreprises? Non. Ça vous faites ou pas? On a fait, en fait, pendant ces 5 années, on a fait, mais c'est compliqué parce que ça nécessite une certaine logistique, il faut du volume, enfin voilà. C'est pas si simple que ça. Le B2B souvent se fait avec des restaurateurs, ce genre de choses. La plus grosse difficulté de notre métier, c'est la régularité, parce que le pain, c'est quelque chose qui est vivant, et comme on fait en plus du pain au levain, on a des contraintes, et donc forcément, les restaurateurs sont exigeants. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Donc on a arrêté. Il faudrait que tu aies quelqu'un qui soit dédié à ça, qui fait que des trucs en batterie pour s'assurer. En fait, c'est un autre métier. Il faudrait faire que du B2B, quoi. C'est un aspect du business qu'on est en train de travailler aussi. On aimerait bien s'y remettre parce qu'on a l'ouverture d'une 4e boutique qui va se faire dans le 6e. Ah, bah génial! Et qui sera du coup aussi une boulangerie. Attends. Donc, voilà. On vient de passer de 2 à 4. Moi, dans mon souvenir, il y a un chiffre entre les deux.
On a aussi effectivement un petit coffee shop qui est rue du Faubourg-Montmartre dans le 9e. Ok, d'accord. Sur le même modèle que celui qui est à Cardinet, donc coffee shop. Et donc ça veut dire que tes deux adresses, donc ton adresse 2, ton adresse 3, on n'a pas de pain? Si, on vend du pain, mais en fait, on vend du pain plus comme un service. On vend des petites boules de pain 400 grammes déjà pré-tranchées et sous blister, de façon à ce que les gens puissent passer. Tu vois, c'est un service qu'on rend. Ils viennent, ils récupèrent leur pain, ils rentrent chez eux. Voilà. Et c'est pas notre activité principale, non. On est plus axé sur le café et puis après sur le sandwich et surtout sur la viennoiserie. Le croissant et le pain au chocolat, fait maison. Ça, fait maison, ça tu vas nous en parler, bien sûr. Et donc, dans notre adresse de base... Donc Maison Dimanche. Maison Dimanche. La première, la boulangerie. Maison Dimanche originale. Là, on est vraiment plus axé sur le pain. Enfin, je veux dire, il y a un accent qui est quand même mis sur le pain. Oui, nous, on est axé parce qu'on est une boulangerie. On cuit sur place et on fait notre pain sur place. Donc, on est boulangerie. Ça, c'est clair. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens mangent de moins en moins de pain. Mais ça, c'est assez global dans notre secteur d'activité. C'est qu'en fait, les boulangers ont petit à petit, comme tu le sais, vendent de plus en plus de sandwichs, font du sandwich, ils font du café, ils font tout un tas de choses autour du pain qui permettent de combler cette baisse de consommation de pain, quoi. Ouais, donc en fait, vous avez récupéré toute une part de marché, on va dire, mais vous en sortez une autre parce que les gens consomment moins de pain. Aujourd'hui, pour moi, pour ma part, le pourcentage de vente de pain, ça va t'expliquer un petit peu le principe, mais on est à peu près entre 15 et 20% du mix vente. Ouais, donc c'est peu, tu vois. Et pain, là, quand tu parles les baguettes et les gros trucs de pain où tu achètes. Alors les baguettes, c'est le pire, c'est vraiment ce qui baisse le plus en vente. On vend de plus en plus de. Alors, je pense que les gens, c'est un peu, ça fait partie, tu vois, des nouvelles mentalités aussi, de mieux manger, de mieux se nourrir et tout ça. Et en fait, les gens consomment moins de pain, mais du meilleur pain. Donc, le pain au levain, ça fait partie des choses qui sont recherchées. Ouais. Le pain au levain, en 2 mots, mis à part le fait que c'est la mode, c'est quoi? C'est plus digeste? C'est des longues fermentations, donc en fait ça va grignoter le gluten, et donc en fait effectivement c'est plus digeste. Il n'y a pas de cochonnerie dedans, mais pas d'améliorant, mais pas de on met pas tout ça. Donc c'est effectivement c'est excellent pour la santé, et puis c'est bon, quoi, ça a du goût. Et ça c'est important, le goût. Ouais. Oui, finalement on peut revenir à ça. Le grand mythe de la boulangerie, il y a des boulangeries qui se font livrer les viennoiseries et qui les cuisent, et des boulangeries qui les font maison. C'est ça, C'est vrai. Boulanger, artisan boulanger, c'est ça le... Ouais, alors... non, c'est pas vraiment... Non, pas vraiment par rapport à ça. En fait, mais tu fais bien de le souligner, en fait, il y a un vrai flou par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux être boulanger ou artisan boulanger et acheter ta viennoiserie chez un industriel. Et ça, c'est le drame, c'est notre drame, en fait. C'est la difficulté, elle est là, c'est que nous, on fait tout maison. Ouais. On essaye de communiquer dessus, mais sauf qu'il y a un tel flou et le consommateur est... Plus personne n'y croit, en fait. Mais ils y croient pas, et surtout, on comprend pas, en fait, parce qu'il n'y a pas d'appellation, il n'y a pas de charte qui permettent de vraiment de réguler ce truc-là. Donc après, ce qui va faire la différence, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le goût, clairement. Mais c'est vrai que sur le fait maison, enfin l'artisanat, aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est pas assez clair, c'est pas assez... c'est encore confus, quoi. Ok, et moi je suis client, je vais dans une boulangerie, comment je sais si je me fais arnaquer ou pas? À part au goût, une fois que je me suis déjà fait avoir ou pas. Après, il y a des... Non, mais il y a des... En fait, il suffit d'être un peu observateur, notamment sur on va dire le produit qui est le plus vendu, c'est le croissant et le pain au chocolat. Vraiment, moi, je t'invite à faire le test entre un croissant de chez moi et un croissant de chez une marque, tu vois... que tu n'as pas le droit de citer, mais les grandes marques et les grandes chaînes, on voit de qui on parle. Et en fait, déjà, sur le visuel, tu vas voir la différence, notamment sur le feuilletage. En fait, tu vas avoir un feuilletage qui est beaucoup plus dessiné, beaucoup plus... avec vraiment des couches que tu n'as pas dans un croissant Indus, quoi. C'est des produits qui sont pointus. Il faut éduquer les gens aux bons produits, parce que c'est toute une filière qui est en danger aussi, tu vois. On va calculer... Du coup, la maison mère, donc Maison Dimanche, l'original, pour la simple et bonne raison que les 2 autres sont en cours de développement, et donc c'est un peu compliqué de faire un espèce de calcul il y en a moyen. Il y en a une qui a 1 an et demi d'existence, et la deuxième, elle a ouvert au mois de juillet, donc c'est vraiment très difficile de donner. Et puis en plus de ça, comparé à un business qui a ouvert récemment, tu as des freins incompressibles d'ouverture. Bien sûr, qui sont pas du tout amortis, et qui sont pas en roulement. Ça serait trop compliqué pour te donner une idée de ce qu'on gagne. Donc je vais te donner des chiffres qui sont les chiffres de la boulangerie, d'une structure, d'une boutique, quoi. Exactement. Ton panier moyen? Nous, on est aux alentours de 7 €.
c'est quoi? C'est beaucoup le matin, beaucoup le midi? Pour le coup, il y a des pics de jour dans la journée, mais effectivement, le pic du matin où le panier moyen va être un peu plus bas, parce que ça va être plutôt du petit déjeuner, du croissant, des choses comme ça, du café. Et après, le midi, effectivement, va être plus sur des formules. Et donc, en fait, le 7 € correspond globalement au ticket resto, tu vois. Combien de ventes par jour sur ce panier moyen à peu près? On est à 244. Précis. Je suis précis parce que je t'ai fait un truc au cordeau. 244, ça me paraît énorme. Non, ouais, c'est ça. Après, la boulangerie, elle fait combien de mètres carrés, Maison Dimanche? Elle fait 70 mètres carrés. 60, mais le rez-de-chaussée, c'est... Au rez-de-chaussée, tu dois avoir, avoir 40. Ouais, c'est ça. À peu près, okay. Ton panier moyen du matin, ça va être quoi, 2 €? Celui du midi, plutôt... un peu plus, mais... 3, 4, celui du midi, plutôt 8 et pas 7. C'est le midi qui fait augmenter un petit peu le panier. Quoi. Ok, très clair. Ça veut dire que 244 donc, ventes par jour pour un panier moyen de 7 €, on est à 1700 environ euros par jour de chiffre. C'est ça, à peu près, ouais. Ce qui est quand même vraiment pas mal, surtout que la boulangerie, bon alors tu m'expliqueras, on parlera après de comment tu fidélises, comment tu te fais connaître, tout ça, mais c'est quand même pour le coup un commerce de proximité d'habitude. Et donc j'imagine, alors bien sûr il y a quand même un effet de saisonnalité, tu me le diras peut-être après, mais enfin moi dans ma spéculation c'est quand même assez stable ce truc là, ou en fait pas tant, ça reste quand même compliqué de maintenir. Globalement c'est stable effectivement sur les 12 mois de l'année. Après bon, on va pas parler du mois d'août qui est un peu plus bas parce que forcément on est dans des quartiers où les gens partent en vacances et donc ça déserte un peu, mais sachant qu'en plus nous on n'est pas trop axé sur les produits de fête et ce genre de choses. À part la galette, on fait pas de bûches, on fait pas de choses comme ça à Noël. Donc tu as souvent un pic à Noël quand même sur le chiffre d'affaires de Noël avec des ventes de pain qui augmentent un petit peu, tu vois, les gens qui préparent les réveillons, mais sinon globalement c'est assez lissé. Donc 1700 par jour, tu travailles, vous êtes ouvert un peu tout le temps? Nous on est ouvert 7 sur 7, ouais. Donc 7 sur 7, donc par an, 350 jours. 350 jours, c'est énorme. On est sur un total annuel de chiffre d'affaires de 600 000 €. C'est ça. 600 000 €, c'est arrondi, hein, c'est vraiment pas mal pour une boutique de 60 mètres carrés, quoi. Ça me paraît pour c'est pas un mal, panier moyen à 7 €. Mais tu vas voir quand on va... on va bien dégrossir. On va dégrossir un petit peu le truc. En réalité, pareil, aujourd'hui, dans notre métier, le métier de boulanger a muté. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a plus de... C'est fini. Le boulanger dans le fournil et maman qui est à la caisse, c'est terminé. Parce qu'en fait, pour la simple et bonne raison qu'en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, en fait, c'est pas rentable. Et donc, pour s'en sortir, il faut des gros chiffres d'affaires. Il faut le minimum pour s'en sortir dans une boulangerie, il faut faire au minimum 500 000 € de chiffre d'affaires. Sinon, c'est impossible. En dessous, tu passes le boulanger, enfin le chef d'entreprise va passer 13, 14, 15 heures dans sa boutique, sa femme aussi. Enfin voilà, ils vont bosser à deux. Et pourquoi c'était rentable avant? Juste le prix de revient? C'est l'inflation? Ouais, les marges ont baissé. Comme je l'ai dit, les gens consomment moins de pain. Il y a aussi, on va pas se mentir, l'effet du télétravail qui fait beaucoup de mal dans les grosses villes. Et puis aussi la concurrence surtout accrue avec toutes les enseignes concepts à la mode et tout. Enfin, tu 3 vois. plus 1, c'est quoi? Ouais, tu sais, toutes ces grosses enseignes qui sont en périphérie, les Marie Blachère, les Boulanges, enfin voilà, je vais pas tous les citer, mais en gros, si tu veux, c'est ça. Ils ont un peu cannibalisé le marché de la boulangerie artisanale, quoi. Ok. Vous êtes dans un truc où à la fois vous essayez de surfer sur ce qui est à la mode avec l'histoire du coffee shop et à la fois vous essayez de pérenniser ce truc de la boulangerie vraiment de quartier artisanal. Proche de ses clients. Écoute, nous on fait moins de choses, on essaye d'avoir une gamme assez courte, on fait pas tout, mais par contre on essaye de le faire bien, on le fait bien et ça marche bien, donc c'est cool. Trop bien. Mais c'est voilà. Les charges variables, pour moi les charges variables c'est la matière première, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça te coûte, les charges directes? Il n'y a pas que ça, mais oui, effectivement, en matière première, il faut partir du principe que nous aujourd'hui on arrive à, alors c'est pas valable pour tout le monde, mais on est à 70% de marge brute. Donc 70% de marge brute, j'explique, c'est ce que ça te coûte de faire ce chiffre d'affaires là. Ça. Si tu vends rien, tu ne dépenses pas, ça ne te coûte pas ce prix-là. C'est-à-dire qu'en réalité, tes achats de matières premières te coûtent 30% de ton chiffre d'affaires. De ton chiffre d'affaires. Voilà. Donc ta marge brute, elle est donc, si j'enlève 30%, c'est 180 000 €. Et ta marge brute est donc sur un chiffre d'affaires de 420 000 € par an. Et donc là, on se dit, ok, c'est une très belle marge brute. Le 30%, juste pour comprendre, c'est donc toi, là, tu m'as fait une moyenne, j'ai bien compris, mais t'es comment par rapport au marché? C'est une bonne marge, mais à la fois, c'est pas assez
c'est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, le problème, c'est 100%. qu'en artisanat, avec les matières premières qui sont extrêmement chères, c'est compliqué d'aller au-dessus aussi, quoi. T'en as qui arrivent à Donc, marger à 35, 40? Ouais, il y en a qui font, bien sûr, qui font 75-80% de marge brute, mais, Ok. mais forcément, enfin, ça nécessite soit un coût de frais de personnel qui explose, parce que ça veut dire que tu vas faire un peu plus de pâtisserie ou ce genre de choses, et donc tu vas avoir des coûts de personnel qui vont augmenter, soit à l'opposé, tu fais de l'industriel et donc tu as des grosses marges, tu as moins de main-d'œuvre, tu as moins de. Tu vois. On continue, on va essayer de passer tes charges à grosse maille sur tous les gros postes de coûts. Évidemment, là, moi, j'ai classique, un loyer salaire, donc les salaires. Pour faire un chiffre de 600 000 € par an, qui travaille? Il faut, alors nous, on a 5 ETP, 5 équivalents temps plein. Ouais. Donc, il faut un boulanger. Donc, boulanger, juste ça, c'est une expertise très particulière. Tu as un boulanger qui est en réalité tourrier. Ou c'est deux personnes différentes? Non, c'est 2 métiers différents. 2 métiers différents. Le boulanger, il est boulanger, c'est déjà pas mal. On a un boulanger en fait, et après on a ce que j'appellerais un aide boulanger, quelqu'un qui a un peu moins d'expertise, mais qui est capable aussi de faire des cuissons, ce genre de choses, quoi. Ok. De faire des pétrins et d'aider en fait le boulanger. Donc voilà, nous on a. Donc toi, tu as ces 2 postes-là plus un tourrier du coup. Ouais. Donc en expert, dans les profils experts, tu as 3 personnes. Pour ma part, c'est un peu différent parce que j'ai aussi une responsable des 2 boutiques de secteur, quoi, qui va gérer tout ce qui est commande, qui va gérer, qui gère vraiment le quotidien. Quoi. Ouais, manager, ouais. Toi, t'as une formation boulanger ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Mais bon, on va dire qu'avec le temps, bien sûr, tu développes une expertise. On commence à maîtriser. Donc après, tu as le boulanger, tu as le tourrier qui fait toute la viennoiserie, et tu as un pâtissier aussi, donc qui fait toute la gamme comme je te disais, de gâteaux de voyage, tout ça. Plus des quiches, des choses comme ça, qui font des produits de traiteur. Et ensuite, tu as un préparateur qui fait des sandwichs, qui fait des salades. C'est ça. Ouais. Okay. Et puis la vente. Et la vente, c'est combien de personnes? Ils sont 2,5, 3. 2,5, 3. Ouais, t'en as un par jour. Et donc, tous ces gens-là, qui sont donc beaucoup plus que 5, ne travaillent pas tous à temps plein. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça ETP, équivalent temps plein. Effectivement. Parce que ça nous revient à 6 CDI temps plein, on va dire. Et ça coûte tous chargés. Alors, c'est assez différent, mais un boulanger, évidemment, ça va coûter un peu plus cher. Pour la simple et bonne raison que, déjà, il y a un savoir-faire, et en plus de ça, t'as les heures de nuit, parce que les heures de nuit sont majorées. Tu commences quoi, à 4h, 3h? Ils commencent un peu plus tôt, 2h30, 3h, ouais. Ils finissent à 9h? Non, ils finissent plutôt à 10h30, 11h, ouais. C'est des belles journées, hein. Ils font des journées de 8-9h. Après, tu as le tourrier, pareil. Alors, le tourrier, c'est ce qui coûte le plus cher, parce que c'est ce qui est le plus compliqué à trouver. Un bon tourrier, c'est très compliqué. Et donc ça, c'est pour le coup, c'est le plus gros poste sur le staff, quoi. Après, effectivement, préparateur, ça nécessite un peu moins de savoir-faire, mais voilà, globalement, si tu lisses, tu vas être en moyenne sur des salaires de 2 000 € net. Si tu fais une bonne moyenne, de tout le monde, quoi. Et donc à l'année, ça nous revient plus de 200 000 € pour les 5, c'est ça? Avec les charges sociales. 230, un peu plus de 230 pour tous les salaires. Ok. Dedans, on a mis le tien? Une partie, puisque comme je te disais, on a mis le pourcentage de cette boulangerie-là, quoi. Effectivement. Okay. C'est combien, ce pourcentage? Là, on est sur. Toi, pareil, c'est un 2000? Non, mais moi, en toute transparence, moi aujourd'hui, je me verse 3 000 € net par mois. Ok. Donc là, tu as mis un ratio, c'est ça. Pour comprendre très clair. Mais ça fait, alors, pour préciser... C'est pas ça depuis 6 ans. C'est ça. Ça serait génial. Ouais. Non, c'est pas ça depuis 6 ans, c'est ça depuis à peine 1 an. C'est-à-dire que moi, pendant quasiment les 4-5 premières années, je me versais vraiment le strict minimum. Bon, j'ai bénéficié de l'ACRE, les aides de l'État pour lancer la boîte pendant 2 ans. Et ensuite, c'était des petits salaires, quoi. C'était des 1500. Oui, parce que tu dois investir. En fait, t'as pas le choix, quoi. T'as pas le choix, comme tu l'as dit, c'est un métier de centimier. Et voilà. Et puis le chiffre d'affaires, il a augmenté aussi en 6 ans. Donc, on a repris une boulangerie qui était un peu à l'abandon. On l'a remonté, mais voilà, c'est long, quoi. Ça prend du temps, tu vois. Donc ensuite, dans nos charges qu'on pourrait tous mettre ensemble, mais qui sont quand même des postes de coûts intéressants. Donc, ce que je vois, c'est le matériel, le transport, la logistique. Tous les équipements un peu sur place. Tu as un peu de frais bancaires aussi, dans tout ce qui est variable, j'imagine. Tout ça, ça représente un total, 20-25 000 € à peu près à l'année? 20-25 000 €. Non, ça représente... Pour
tout mis ensemble. Beaucoup plus que ça. Sur les charges, en fait, effectivement, comme tu l'as dit, bah, tu as tout ce qui est maintenance du matériel, tu vas avoir l'achat de petits équipements, tu vas avoir des frais bancaires parce que avec les tickets resto, tout ce qui est frais liés aux cartes bleues, toutes les plateformes aussi, Deliveroo, on travaille avec épicerie aussi. Enfin voilà, donc ça, ça a des coûts. Et les frais bancaires, ça correspond à combien ? Globalement, si tu prends tous ces frais-là, tu es à peu près à 2% de ton chiffre d'affaires. Donc tu vois, là, ça va faire, je dirais, entre 10 et 12 000 euros c'est fou. de frais. Donc c'est assez conséquent. Ouais. Après, tu vas avoir la communication, tu vois, tout ce qui va être quand tu fais des flyers, quand tu fais des affiches, quand tu fais des choses comme ça, tu as à peu près 1500 euros. Donc, si je récapitule, donc une fois qu'on a enlevé notre matière première qui représente 30% du CA, il nous restait 420 000 euros avec tout ce qu'on considère comme autres charges variables. Donc les salaires en très très grande majorité, plus tous les frais qu'on vient de citer, on est à peu près autour de un peu plus de 250 000 euros déjà qu'on a enlevé à notre marge brute. Donc là, j'imagine qu'on a quand même aussi un certain nombre de charges fixes. Et après, évidemment, tu as des charges fixes, tu as les charges habituelles, tu as le loyer, hein, on a des fonds de commerce avec des loyers. Donc ton loyer, donc là on est Paris 17e, quartier... quand même assez commerçant, on est sur un quartier plutôt cher, je dirais. Après, on n'est pas sur un emplacement numéro 1. La première, en tout cas, c'était une petite boulangerie un peu cachée. Voilà, c'est ce qui fait son charme aussi. Hein. Ouais. Mais globalement, les loyers... Ça veut dire que c'est pas extrêmement passager. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas forcément un gros flux. Ouais. Mais par contre, ça a les qualités de ses défauts. C'est que en fait, ça te permet d'avoir une petite terrasse un peu sympa avec moins de passages de voitures. Voilà, c'est un peu plus calme. Les loyers, en général, sur l'activité dans notre secteur, tu es entre 8 et 12%, tu vois. Ça, c'est la moyenne. Il faut que ton loyer soit autour de 8 et 12% de ton chiffre d'affaires. Si tu es au-dessus de 12%, a priori, ça va être très compliqué de rentrer dans tes coûts. Ouais, c'est ça. Vous êtes à combien ? Nous, on est aux alentours de 10%. Donc, dans la moyenne. Loyer, et donc, ton loyer, là, il est donc de 60 000 euros par an. Juste pour comprendre, ce que tu m'expliquais, c'est que donc ça fait 5 000 euros par mois. En réalité, ton loyer, il est un peu plus faible. Mais une partie de tes produits, c'est quoi ? C'est la partie traiteur est fabriquée dans l'autre oui, alors en fait, boutique qui est comme un fait, labo. Ce qui se fait beaucoup. C'est pour ça que je l'explique, c'est parce que c'est une pratique assez courante. En fait, comme t'as pas, si tu veux, on n'a pas la place suffisante sur une boutique fabriquée pour les trois. En fait, on a dispatché la production. Et effectivement, il y a un endroit où tu vas faire le pain, il y a un endroit où tu vas faire le traiteur, un autre endroit où tu vas faire le tour. Et donc voilà, forcément, tu répartis un peu les charges sur l'un et sur l'autre, quoi. Okay. Mais voilà, mais du coup, si on remet tout ce que ça coûterait, on va dire, d'arriver à vendre pour ce chiffre d'affaires-là, on est plutôt sur un loyer autour de 60 000 euros par an. C'est ça. Ok, dans ce quartier-là, donc on est quand même... c'est très élevé, hein, mais c'est très élevé parce qu'on est à Paris 17e et que même si c'est pas extrêmement passager, ça reste des quartiers qui sont très chers. Est-ce qu'on a d'autres frais qui sont importants ? Oui, quand même. T'as l'énergie. Alors ça, c'est un énorme poste de coût. Combien par an ? Là, on est aux alentours de, je dirais, entre 25 et presque 30. C'est énorme. C'est beaucoup, Sachant qu'après, on a la chance, alors nous, on a la chance de ne pas avoir de compteur pro, tu sais, les gros compteurs, on a un petit compteur, donc on arrive à tenir avec ça. Pas de coupure, pas de pétage de plomb. Non, mais on a eu pendant les grosses hausses, là, on a été un peu protégé par ça. Mais oui, c'est un gros coup, l'énergie, ça a explosé. Voilà, enfin, nous, c'est une activité qui est hyper énergivore. Hein. De toute façon, voilà, on fait des cuissons toute la journée. Donc forcément, c'est un gros poste. Puis ensuite, on a tout ce qui est assurance, plein de frais de fonctionnement dans tous les sens, la compta, les machins, les abonnements de caisse, tous les abonnements à droite à gauche. Et tu as un crédit qui fait quand même 5 000 euros par mois. Est-ce que tu En fait, c'est Crédit Bail. En fait, c'est la difficulté de notre activité, c'est qu'on a... En fait, on a des capex très élevés sur une boulangerie. Tu vois, c'est un fournil, ça coûte à peu près 250 000 euros. Juste le fournil, hein, je parle du matériel. Tu vois. Le prix matériel, c'est énorme en fait. Un four, c'est des amortissements. C'est ça, c'est des énormes amortissements. Okay. Et donc, tu as une grosse partie d'amortissement. Parce que amortissement, nous, on a évidemment, pour arriver à faire des crédits de gros montants entre les travaux et le matériel, souvent les banques privilégient le crédit bail. Et donc, ça te permet d'avoir, tu as du matériel qui t'appartient pas, enfin qui appartient à la banque. C'est le principe du crédit bail de la voiture, quoi, tu vois.
Mais tu peux pas faire autrement avec un matériel aussi coûteux. C'est ça. Donc compliqué de faire en dessous. Et c'est pour ça aussi que nous, on a développé le coffee shop, parce qu'en fait, c'est un modèle beaucoup plus agile et en CAPEX, avec des CAPEX beaucoup plus bas. Bien sûr, tu achètes une machine, une machine professionnelle pour faire le café et tout. C'est ça. Alors, tu as du matériel quand même, parce qu'on fait pousser, on cuit sur place. Mais tu vois, on a un CAPEX à tout compris avec l'aménagement du local, etc. On est à 250 000 €. Donc en fait, c'est le prix d'un fournil sans la boutique, sans rien. Donc en dehors de l'énergie qui nous fait à peu près 25 000 €, tous ces frais-là, on se rajoute un 20-25 000 €. Ajouté à notre 60 000 € de loyer, donc on est en charge fixe à un peu plus de 100 000 € par an. C'est ça. Et juste la partie coffee shop, si tu faisais que du café, tu marges beaucoup, beaucoup plus. Oui, les marges, sur le café, les marges sont excellentes. Après, ta marge brute, c'est quoi? Sur un café? Ouais. Un expresso? Ouais. Ouais. On est à 87%. Mais ce qu'il faut voir, c'est... Alors, le mec se justifie. Non, grave, te justifie pas. Non. Je veux dire, après c'est pareil. Et un latte? Tu marches combien sur mon latte? C'est à peu près pareil. Enfin, au niveau des marges du café, t'es entre 80-90. T'es au-dessus de 80% de marge. Voilà. Et après, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que nous, on a 70% de marge brute sur la globalité, c'est la moyenne de nos produits. Après, tu as des produits sur lesquels, en revanche, tu es très mal payé. Un croissant, par exemple, quand tu vois... Parce qu'il ne faut pas voir que la marge brute, il faut voir le travail derrière. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Si tu marges plus, c'est parce qu'il y a aussi moins de taf pour faire un café que pour... Bien sûr. Alors, tu sais ce que c'est le produit le plus margé chez nous? C'est quoi? Le plus, c'est le thé. Ah oui, parce que, et en plus de ça, il n'y a rien à faire. Un thé, c'est 95% de marge. Tu le sors du sachet, tu fais couler de l'eau chaude et tu le mets dedans. Tu vois, n'achetez jamais du thé dans une boulangerie. C'est une arnaque. En même temps, mais en même temps, voilà, nous, on n'est pas des épiciers, on fabrique, on transforme, et ça coûte cher. Donc les marges, elles sont belles, elles peuvent paraître bonnes. Mais il ne faut pas oublier que derrière, tout est transformé. Mais derrière, tu ne peux pas avoir qu'une seule personne qui bosse. Ouais, tout est transformé. On achète des matières brutes, premières, et on les transforme et on fabrique tous nos produits. Je fais un tout petit récap du coup. Donc on était sur notre marge brute de 420 000 € qui correspond donc à 70% du CA. Et si j'ai enlevé toutes les charges, toutes les charges, j'enlève plus de 300 000 € sur notre 420, même quasiment 370 000 € en comptant tout ce qu'on vient d'additionner là. Et donc, on est sur une marge nette de 55 000 € environ qui te reste. Et donc ça, c'est très beau. Mais qu'est-ce qu'on a oublié de payer? La plus grosse partie, les amortissements, les travaux. Voilà, parce que quand on se développe, ça coûte de l'argent. Ouais, c'est ça. Et effectivement, les amortissements, l'EBITDA d'une boulangerie, c'est entre... tu vois, alors, encore une fois, je parle pour moi, mais ça vacille entre 7 et 15% pour les meilleurs, tu vois. Okay. Mais après, donc derrière, là, toi, tu es à un peu moins de 10%. Après, voilà, c'est encore une fois, plus tu avances dans le temps, plus tu travailles sur des produits margés, plus tu arrives aussi à adapter. Bien sûr, à comprendre ce qui marche, à mieux calculer, estimer les ventes. Donc l'EBITDA, j'explique juste, c'est la marge nette avant d'avoir payé les amortissements, tout ce qu'on amortit. Et ensuite, si on veut vraiment avoir notre résultat net avant impôt, on enlève l'amortissement. Toi, c'est combien, tu m'as dit, tes amortissements à l'année? Nous, on est à peu près sur 30 000 € d'amortissement. 30 000 €, 5%. Donc il te reste 25 000 € de résultats nets, quoi. C'est ça, ouais, à peu près, ouais. Pour comprendre juste ce que tu disais sur... avant impôt. Avant impôt, bien sûr. Et tu vas m'expliquer... et ça, tu le dégages, tu peux le réinvestir. Voilà, c'est de l'argent qui permet d'être en positif, qui sert à pas mal de choses. La marge nette entre 7 et 10%, comment je fais pour faire grossir cette marge nette? En fait, si tu veux, c'est un peu parce que tu fais des économies d'échelle. Tu fais des économies d'échelle, clairement. Donc tu fais beaucoup d'économies d'échelle. Oui, en fait, si tu veux, notamment sur la fabrication du traiteur, etc., c'est des choses qui peuvent être centralisées. Tu vois, sur un labo, tu peux très bien faire le matin, et c'est ce que font les artisans qui ont réussi à passer le cap des 5-6 boutiques. En fait, tu commences à centraliser un petit peu ta fabrication, et donc forcément, tu as un labo central, et après, tu redispatches sur tes boutiques. C'est beaucoup plus efficace. Voilà. Après, il ne faut pas oublier que si tu restes dans l'activité de boulangerie, il faut continuer à cuire sur place, ça c'est une obligation, et fabriquer sur place. Et c'est d'ailleurs ce qui fait aussi la beauté de notre métier.
Donc, tu auras toujours des ça coûts. Limite, Voilà, tu auras toujours des coûts sur tes boulangers, etc. Et c'est pour ça, nous aussi, qu'on a développé, comme je te le disais, ce modèle un peu plus hybride avec du coffee shop et pas du pain. Donc, ça s'appelle pas boulangerie, mais voilà, ça a le. On va dire, tu as le côté viennoiserie, tu as le côté café, tu as tout ça. Et c'est fait maison quand même, donc ça reste meilleur qu'une chaîne. Et tu n'as pas l'impact d'un fournil, de l'achat d'un fournil, tu vois, et la gestion de personnel qualifié, qui est difficile à trouver, qui est compliqué, quoi. Ça fait 6 ans, il y a 1 an et demi, tu as ouvert boutique numéro 2. Ouais. Il y a moins de 6 mois, tu as ouvert coffee shop numéro 3. C'est ça. Dans 6 mois... On espère ouvrir numéro 4. Ouais, c'est ça. C'est quand même un beau développement, quoi. C'est cool. Enfin, c'est bravo, cool. déjà. Ouais, merci. Est-ce que tu penses que dans 2-3 ans, les 4 seront relativement stables, on va dire. Il y aura que le 4e qui sera encore peut-être en début d'activité. Là, tu es sur une marge nette, un résultat net de un peu moins de 10%. Est-ce que dans 4 ans, tu penses réussir à être à 12%? Ouais, bien sûr. Le cap, clairement, c'est ça, quoi. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment mon travail, si tu veux. C'est vraiment développer. Ça, c'est rationaliser, développer et avoir, tu vois, tous ces ratios dont on vient de parler, les tenir. Et ça passe par du process, et puis effectivement aussi centraliser, arriver à atteindre un certain cap pour pouvoir centraliser et pour pouvoir faire des économies d'échelle, comme on en a parlé. Mais oui, effectivement. Après, faut pas rêver non plus. Enfin, je veux dire, au niveau de la marge. On sera jamais dans des marges, tu vois. Enfin, il y a un certain plafond de verre aussi parce qu'on fait de l'artisanat et parce qu'on travaille nous en plus avec des matières premières qui coûtent cher. Une question très rapidement, ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins dans ton métier? Alors, ce que je préfère, je dirais que c'est créer, c'est innover, c'est développer. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore, quoi. Et puis c'est là où je suis vraiment dans ma zone de génie, tu vois, c'est le truc qui me plaît, je sens que t'es fort, que t'as des idées, ça va vite, ok. Et j'ai eu la chance, c'est pour ça que c'est très long, parce que j'ai eu la chance de pouvoir, avec le travail que j'ai fait pendant ces 5 ans, pouvoir faire grossir les équipes, faire rentrer un associé qui va arriver bientôt, qui va gérer toutes les opérations. Donc ça aussi, ça me soulage vachement. Tu m'étonnes. Et après, tu m'as dit... Ce que t'aimes le moins. Ce que j'aime le moins, y a un peu la réponse dans la première question, mais dans ma première réponse. Mais, gérer les équipes. C'est, en fait, la gestion de l'humain, c'est compliqué, tu vois, c'est vraiment un truc... Toujours, c'est un travail de fond, c'est un travail qui est épuisant, c'est aussi qui n'est pas fait pour tout le monde aussi. Ouais, c'est ça. C'est aussi ce qu'il y a de plus beau, mais à la fois, c'est un truc qu'il faut être bien très bien patient. C'est ça. Clairement, il faut être bien accroché. J'ai encore quelques mini-questions. J'aimerais bien un truc de ta part, c'est si quelqu'un veut se lancer, un petit conseil que tu aurais, ou une règle d'or rapidement. Ouais, le conseil, c'est pas très original, mais en fait, c'est un métier où il faut être tenace, quoi. Il faut pas lâcher. Donc le premier conseil, c'est avoir une motivation et avoir vraiment la niaque et l'envie de tout casser. Et après, le deuxième conseil, je dirais que c'est de voir les choses en grand. Il faut pas penser... moi, j'entends souvent, je vais ouvrir mon petit resto, ma petite boulangerie, mon petit truc. Et en fait, en réalité... Déjà, dire petit avant un truc, c'est interdit, on dit pas ça. Déjà, c'est très négatif et c'est pas... On s'auto-réduit en disant ça. et je pense qu'en fait... il faut pas oublier que c'est des métiers où il faut pas devenir esclave de son commerce. Et c'est bien la passion, c'est bien tout ça, mais là on parle de business et il faut voir ça comme un business et pas comme un truc où tu vas. Il faut penser renta, quoi. Ouais, parce qu'à un moment donné, en fait, le terrain, le quotidien va t'user et en fait tu vas te décourager, quoi. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on le voit, il y a une vraie métamorphose dans notre métier et il n'y a plus de petits chefs d'entreprise, entre guillemets. Hein. C'est très noble, hein, mais aujourd'hui, c'est beaucoup de groupes, beaucoup de gens comme moi, des entrepreneurs qui développent, qui essayent parfois de faire rentrer des investisseurs aussi et de développer, mais tout seul, c'est compliqué. Voilà. Okay. Et donc, dernier conseil, de bien s'entourer et de s'entourer de personnes qui vont pouvoir... qui vont pouvoir les aider sur les choses sur lesquelles ils ont un peu plus de mal. Les grosses décisions au début aussi, j'imagine. Ok, trop bien. Voilà. Je te pose une question que je pose toujours et j'obtiens très souvent la même réponse si c'était à refaire. Spontanément, j'ai envie de te dire bien sûr que je referais pareil.
Après, c'est un peu schizophrénique parce que c'est tellement... Non, mais c'est tellement dur et c'est tellement En fait, laborieux. tu referais pareil, mais t'aimerais bien ne pas avoir à le refaire si possible. Ouais, c'est ça. Non, mais après, je regrette rien et franchement, c'est super et ça fait partie de mon parcours et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est difficile et c'est un métier où quand si tu t'engages dans cette voie, il faut te dire que il va y avoir du sang, des larmes. Ouais, mais après, tu reprends un fonds de commerce. Et d'ailleurs, ça, je voudrais te demander très très rapidement avant de te laisser, parce qu'évidemment, comme d'habitude, je dépasse un peu. Mais en fait, la raison pour laquelle aussi tu le referais, c'est parce que tu as conscience que tu crées de la valeur et que tu crées un business qui est le tien et qui est potentiellement pérenne. Toi, donc, tu me disais que le fonds de commerce que tu as racheté, c'était aussi une boulangerie avant ? Ouais, c'était une boulangerie, ouais. Tu l'as payé cher, le fonds de commerce ? Non, en fait, moi, mais c'est ce qui se fait de plus en plus. Moi, en fait, c'est une boulangerie qui a été en liquidation, donc qui s'est arrêtée. Oui, ok. Ouais. Et donc, en fait, si tu veux, moi, j'ai récupéré un droit au bail, tu vois, minoré, quoi. En fait, et minoré, c'était combien, juste pour me situer, il y a 6 ans ? C'était, on était dans les, à peu près, on va dire 70-80 000 euros. Donc, c'est très peu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, une boulangerie, ça se vend à son chiffre d'affaires. Ouais. Donc, à peu près, tu vois, on va dire entre 90% et 115% du chiffre, suivant l'emplacement. Et donc, en fait, effectivement, oui, il y a un gros gap entre ce que j'ai payé. Mais attention, mais toi, ça t'a permis aussi de faire cet investissement. Enfin, je veux dire, sinon, bien sûr. T'aurais pas pu et d'ailleurs, après, j'ai pris un demi-million. Bien sûr. Et puis, il y a une grosse notion de risque. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé dans ce quartier, j'ai fait le tour des commerçants. Tout le monde m'a dit non, n'y va pas, c'est de la folie. Bien sûr. Ça fait 4 boulangers qui se cassent la gueule, n'y va surtout pas, etc. Mais moi, je savais où j'allais, donc j'y suis allé. Oui, et tu savais que tu allais aussi insuffler un truc assez business et artisanal, mais quand même un peu plus dans tes coups, qui est hyper intéressant. C'était trop bien, merci Guillaume, c'était hyper clair. J'ai une dernière toute petite question. Il y a un autre métier pour lequel tu aimerais savoir combien ça gagne ? Alors oui. Yes. À chaque fois, j'ai des métiers absurdes. Oui. Et j'y pense. Je sais pas si ça a déjà été dit, mais en fait, tous les jours, quand j'amène mes filles à l'école en vélo, parce que j'ai la chance de pouvoir le faire maintenant, trop bien. Trop de chance. Je passe devant une station de lavage. Putain, ça existe encore, ça, bien sûr. Qui est blindé tout le temps. C'est vrai ? Ah non, mais c'est dans le 17e ou pas ? Non, c'est hors de Paris. Hors de Paris ? Ouais. Ok. Et franchement. Banlieue proche, ok, je regarderai. C'est la banlieue. Non, mais même, en fait. La parisienne, c'est hors de Paris. Non, mais parce que je voulais juste savoir si. Enfin, directement, on est dans des ordres de grandeur qui peuvent être du simple au double, tu vois. Ouais, et puis surtout, il n'y a pas. En termes d'emplacement. Il n'y a pas trop de stations de lavage à Paris. Enfin, j'en connais pas. Il y en a peu. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que. Mais en tous les cas, c'est vraiment un business, tu vois, je me dis, c'est hallucinant, quoi. Les mecs, ils viennent. Écoute, si t'as une voiture, tu vas faire laver ta voiture, tu deviens pote avec le mec et tu me l'envoies. Fais un peu mon travail à ma place, s'il te plaît, Guillaume, ça m'arrangerait. Je te fais ça. Ok, trop bien. Station de lavage, évidemment, comme à chaque fois que je pose cette question à quelqu'un, je n'ai jamais eu ce métier, personne ne me l'a encore jamais dit, donc je vais l'ajouter à ma liste, qui est vraiment très 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 longue. Et on va l'enregistrer, on va trouver le moment et la personne. Allez. Merci Guillaume, à Merci plus. À toi. Ciao. Salut. Et allez chez Maison Dimanche. Bisous. Salut. Bye.